tous. Monsieur le directeur de cabinet, monsieur le directeur général des hydrocarbures, madame la chef de cabinet, messieurs les directeurs centraux et directeurs attachés, mesdames et messieurs les conseillers du ministre, mesdames et messieurs les représentants des syndicats, mesdames et messieurs, très chers agents du ministère des hydrocarbures. Nous l'avions annoncé, ceci était attendu. Cela avait fait l'objet de plusieurs tentatives, selon mes sources également. L'adaptation de l'organisation du ministère des hydrocarbures aux enjeux des matières dont il a la charge a donc été approuvée et promulguée par le gouvernement et par le président de la République. Ceci s'est traduit par 6 décrets. Un décret portant organisation du ministère des hydrocarbures qui reprend donc l'ensemble du dispositif institutionnel qui désormais caractérise l'organisation de ce ministère, et 5 décrets correspondant aux entités qui en constituent l'ossature. 4 directions générales, une direction générale de l'amont pétrolier, une direction générale de l'aval pétrolier, une direction générale de la valorisation du gaz et une direction générale de voiture de palme trompée, de l'économie, de l'audit et du trading pétrolier. Je vais être sûr parce que nous avons beaucoup travaillé sur la dénomination de cette nouvelle direction. Et enfin, une inspection générale des hydrocarbures. L'objectif, je ne devrais même pas avoir à le développer puisque, comme je vous disais tout à l'heure, c'était attendu et plusieurs tentatives avaient déjà été engagées pour parvenir à cette organisation plus adaptée. L'objectif, en ce qui me concerne en tout cas, c'est de rendre le ministère plus performant. C'est de le professionnaliser davantage. De toute évidence, cette organisation laissait quelques parents pauvres. Le premier d'entre eux, c'est l'aval pétrolier. La direction des carburants, malgré tout son courage, malgré tout le mérite qu'on peut lui reconnaître, de toute évidence, n'était pas suffisamment outillée, organisée, pour couvrir l'ensemble des problématiques liées à l'aval pétrolier. En arrivant à la tête du département, je m'en suis rendu compte très très vite. Cela n'avait rien à voir avec la compétence des agents et des cadres. Mais de toute évidence, l'organisation administrative au niveau du ministère permettant de couvrir l'ensemble des problématiques n'était pas tout à fait pertinente et adéquate. Et si on ajoute à cela que la plupart des directeurs généraux des hydrocarbures, sauf un cas particulier, venaient de l'amont pétrolier, il était facile de comprendre que ce tropisme naturel qu'ils avaient pour ce qui était leur métier les incitait à consacrer plus de temps à l'amont pétrolier, qui par ailleurs, oui, il faut le reconnaître, est le sous-secteur phare du secteur des hydrocarbures, puisque c'est l'amont pétrolier qui fournit les ressources de l'État à raison de 60 à 70% du budget, 60 à 70% du PIB, jusqu'à 80% des exportations. Donc, évidemment, le sous-secteur rencontrait l'attention de l'ensemble de la nation, à commencer par le gouvernement, et forcément, cela occupait fortement le directeur général des hydrocarbures ou la directrice générale des hydrocarbures. L'autre parent pauvre, c'est évidemment la valorisation du gaz. Depuis 2007,
le président a pris un décret interdisant le torchage. Mais avant cela, au moment de l'inauguration de la centrale électrique de Djeno, puis ensuite de la centrale électrique du Congo, la CEC, le président a écrit dans les livres d'or de ces deux centrales ce que l'on peut considérer comme son ambition pour le gaz congolais. À la suite d'ailleurs de ces deux inaugurations, une table ronde avait été organisée à Pointe-Noire. Je me souviens qu'elle avait été dirigée par le ministre, actuellement ministre d'État, Pierre Robin. Des décisions importantes avaient été prises au cours de cette table ronde à Pointe-Noire, parmi lesquelles la création d'une société nationale gaz, notamment. Et évidemment, jusqu'à ce jour, cette décision qui avait été prise et dont les prémices avaient même été entamées, des démarches, des statuts rédigés, projets de loi portant création, tout cela transmis au secrétaire général du gouvernement, eh bien, évidemment, nous sommes témoins que cette décision n'a pas abouti. Quant au décret portant interdiction de torchage du gaz, eh bien, chaque année, les ministres successifs n'ont pas eu d'autre choix que d'autoriser les sociétés pétrolières à continuer à torcher au motif qu'elles n'avaient pas soit assez de gaz, soit pas un projet jugé pertinent, rentable, adéquat pour pouvoir valoriser ce gaz et arrêter de torcher. En décembre 2021, nous avons été instruits par le président de rendre opérationnelle cette décision. Nous avons pris une circulaire donnant 6 mois à chaque compagnie pétrolière de nous fournir un plan d'arrêt de torchage. Échéance fin juin 2022. À cette date-là, il n'y a pratiquement qu'une seule société qui nous a présenté un plan d'arrêt du torchage. Les autres nous expliquant qu'ils réduisaient autant que possible, qu'ils étudiaient le sujet, ou nous proposons des projets qui n'étaient pas à la hauteur de ce que nous avions demandé. Finalement, le mois dernier, je crois, en collaboration avec la Banque mondiale, le gouvernement a pris un nouveau décret qui, lui, prévoit des dispositions coercitives, avec des pénalités très sévères pour ceux qui continueraient à torcher. Mais derrière ces mesures qui ont été prises, petit à petit, le gaz a pris une place importante au niveau mondial. Il est considéré comme, aujourd'hui, l'énergie de transition par excellence. La demande a bondi, on peut dire, les prix ont flambé, et aujourd'hui, un pays qui a des hydrocarbures qui s'intéresse pas au gaz est un pays irresponsable. Le président a décidé d'en faire son nouveau challenge. Faire du Congo un pays non seulement pétrolier, mais aussi gazier. Enfin, le dernier parent pauvre, c'est tous les métiers de support, les métiers connexes. Nous avons choisi 3 de ces métiers pour la dénomination de la direction, parce que sinon ça aurait fait trop long, mais aussi parce que nous avons logé quelques-uns de ces métiers au cabinet. Mais les parents pauvres s'appellent l'économie. Oui, parce que l'industrie pétrolière est une activité économique, c'est la première de notre économie nationale. Et donc l'économie pétrolière est une matière entière qu'un ministère du pétrole doit totalement maîtriser. Nous avons quelques cadres qui sont diplômés d'économie pétrolière. Il était temps de doter cette matière d'une entité de prise en charge qui permet de développer à la fois les compétences, les outils, les techniques pour les utiliser au moment des négociations, ce qui est absolument indispensable, mais aussi simplement pour suivre l'économie pétrolière et l'intégrer parfaitement dans l'analyse économique nationale. Le métier juridique que nous avons finalement logé au cabinet, oui, le droit pétrolier, évidemment, accompagne totalement, de A à Z, l'industrie pétrolière. Parce que cette industrie pétrolière, évidemment, se décline en contrat sans cesse. Sans cesse.
On connaît le CPP, mais c'est pas le seul contrat. De l'exploration jusqu'au trading, évidemment, l'activité pétrolière ne peut être réalisée que s'il y a des contrats. Et s'il y a du droit pétrolier qui est mis en œuvre. Donc là aussi, je vais avoir quelques juristes pétroliers au ministère. Il était temps que cette entité, je sais, était assumée plus ou moins par la DRT. Je dis plus ou moins parce que quand on dit réglementation de tarification, c'est très réducteur. Ça ne couvre pas l'ensemble des problématiques juridiques liées au pétrole. Donc, il était temps de lui donner sa place. Et nous y avons ajouté, je crois, le contentieux. Et évidemment, souvent nous avons des contentieux. La fiscalité pétrolière, une vraie spécialité. Et en effet, les contrats, outre les dispositions juridiques qu'ils peuvent contenir, consacrent essentiellement les fameux termes fiscaux grâce auxquels nous déterminons le partage de la rente pétrolière et ainsi ce qui revient aux pétroliers et surtout ce qui revient à la nation et qui constitue cette fameuse ressource principale de l'État. Il est important d'avoir là aussi une entité qui regroupe ces spécialistes. Et donc je termine par là, nous avons tenu à instituer une inspection générale, comme il en existe presque dans tous les ministères, qui consacre le métier d'inspecteur, qui consacre le métier de contrôleur, métier pour lequel aussi il y a une formation, bien sûr. L'audit et le contrôle sont très proches, sont complémentaires. Il y a des actions qui relèvent du contrôle, des actions qui relèvent de l'audit, les méthodes sont pas tout à fait les mêmes, c'est pas tout à fait le même métier, mais c'est assez proche et assez complémentaire. Donc, il était plus que temps que nous ayons aussi un corps, ce sera un corps d'inspecteurs, donc de contrôleurs, pour que nous puissions nous assurer que sur les plateformes, partout s'exerce le métier pétrolier, que ce soit dans l'amont et dans l'aval, les normes sont respectées, les standards sont respectés, les règles de l'art sont respectées.